Suite de notre réflexion sur la lecture de Jean Bodin par Wang Huning, il est improbable que le concept d'harmonie qu'a développé Jean Bodin pour indiquer le but visé par sa théorie de la souveraineté n'ait pas résonné à l'oreille de Wang Huning comme une approximation occidentale de son équivalent taoïste et confucéen, en chinois classique He ou en chinois moderne He Xie, car la présidence Hu Jintao, sous laquelle Wang Huning exerçait déjà des fonctions d'idéologue, avait déjà remis en avant le concept de société harmonieuse, He Xie Shehui. La solennité et l'exigence de rationalité avec lesquelles le concept a été simultanément développé dans les contextes français et chinois, pourtant culturellement étrangers l'un à l'autre, au moins jusqu'au XIXe siècle, ne pourrait-elle pas venir en confirmation de l'hypothèse d'une communauté de destin pour l'humanité ? Car les missions jésuites commencent en Chine en 1582, peu avant la mort de Jean Bodin, qui meurt lui donc en France en 1590, et aucune influence n'est évidemment historiquement possible. S'il y a eu une méditation séculaire sur l'harmonie, côté occidental au moins depuis Pythagore, et côté chinois depuis le Zhou Yi, depuis le classique des mutations, et depuis Confucius, aucun texte n'atteste du moindre dialogue interculturel. Mais comment ne pas s'étonner cependant de cette préoccupation similaire de part et d'autre, susceptible de tracer un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, de tracer le chemin d'une philosophia perennis, cette philosophia perennis que Leibniz invoquait, vous le savez, j'y reviens souvent, dans sa lettre à M. de Raymond du 26 août 1714. L'enracinement des réflexions chinoises et européennes sur la souveraineté dans le concept d'harmonie a une double particularité. Il lie la politique aux finalités d'une morale pacifiste et fait d'une métaphysique expérimentale le moyen pratique de sa réalisation. L'importance de ce concept, pour s'en tenir à ce que repère Anne Cheng, s'atteste en Chine dans toute une littérature qui va du classique des mutations, au moins jusqu'à Wang Fuzhi. La notion a d'abord un sens musical. Il s'agit d'équilibrer les contraires, l'aigu et le grave, le lent et le rapide, le son et le silence. Et Confucius dit, je le cite, « Un homme s'éveille à la lecture des odes, s'affirme par la pratique du rituel et s'accomplit dans l'harmonie de la musique ». Vous trouvez ça au livre 8 des Entretiens de Confucius, en 8, paragraphe 8, très exactement. Il s'agira donc en musique comme en politique de s'accorder, d'unifier par l'écoute attentive des résonances, de corriger spontanément les dissonances. La dimension morale, à travers le thème du gouvernement de soi, apparaît nettement en de multiples versets du corpus confucéen. Pour exemple, je cite, « Le maître dit « Gouvernez à force de loi, maintenez l'ordre à coups de châtiment, le peuple se contentera d'obtempérer sans éprouver la moindre honte. Mais gouverné par la vertu, harmonisé par les rites, le peuple non seulement connaîtra la honte, mais se régulera de lui-même. » Vous trouvez ça dans les Entretiens de Confucius, également dans la traduction d'Anne Cheng, page 75. La paix s'obtient par une discipline, mais elle est irréductible à un dressage du comportement, pour Confucius. Il s'agit de tendre l'oreille, et en l'occurrence d'écouter un peuple pour satisfaire ses intérêts, ses besoins fondamentaux. Mais outre l'idée pratique d'une recherche de la concorde et de l'unité, la notion d'harmonie comporte une dimension contemplative, cosmologique ou métaphysique. La doctrine de Xi Jinping, telle que développée dans les discours publiés à ce jour, ne mobilise pas ce thème familier au taoïsme de Zhuangzi,
qui, vous vous en souvenez, distinguait les musiques célestes et les musiques terrestres, les harmonies célestes et les harmonies terrestres. Jouant de la métaphore des harmonies mineures du zéphyr et des harmonies majeures de la bourrasque, ou comparant le vol du pigeon ramier, confiné dans sa partialité, au vol de l'oiseau prang. Bon, je vous renvoie à tous ces thèmes classiques chez Zhuangzi, pour exprimer aussi la valeur supérieure d'un point de vue incommensurable à tout autre et d'un mode de connaissance privilégié. Xi Jinping ne parle pas de ces thèmes taoïstes pourtant consacrés. Il ne mobilise pas non plus le Lao Tzu, qui présente l'harmonie sous un angle dialectique, susceptible pourtant de s'accorder avec les visées pratiques de la dialectique marxiste. Bien qu'absentes des bibliographies des discours officiels de Xi Jinping, ces références précises pourraient être utiles à en rendre raison, et je les mobilise, moi, selon les conseils ou les principes de la méthode jungienne de l'amplification, pour essayer de grossir en quelque sorte mon propos et le rendre plus clair. Ces références chinoises rappellent en outre que le taoïsme et le légisme ont eu en Chine une longue influence culturelle que Xi Jinping n'a jamais récusée, et l'absence de discussion historico-critique n'exclut pas d'en assumer l'héritage sur le plan pratique. Des penseurs de la dynastie Song cités par Confucius, tels que Zhang Zai ou Zhu Xi, ne prolongent-ils pas leur méditation sur l'harmonie d'une façon originale, en relevant le confucianisme d'une cosmologie d'inspiration taoïste? L'harmonie suprême est ce qui s'appelle le Dao, et ce qui s'appelle la voie, dit par exemple Zhang Zai, qui est cité par Xi Jinping. Je vous renvoie par exemple au tome 2 pour cette citation de la gouvernance de la Chine, page 224. L'influence de ces auteurs ne s'est pas démentie jusqu'à l'aube du débat philosophico-politique avec l'Occident. Wang Fuzhi est également un penseur de l'harmonie que cite Xi Jinping. Il cite ce propos de Wang Fuzhi qui dit « L'harmonie suprême, c'est le comble de l'harmonie. Quant au Tao, c'est le principe qui traverse tout, le ciel et la terre, les hommes et les choses. Avant qu'apparaissent formes et objets, il n'y a rien qui ne soit en harmonie. Une fois qu'apparaissent formes et objets, cette harmonie demeure, d'où son nom d'harmonie suprême. » Vous trouvez cela chez Wang Fuzhi, bien sûr, mais dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 365. Donc repris, utilisé par Xi Jinping. L'influence de ce penseur, Wang Fuzhi, majeure et massive dans l'histoire de la pensée chinoise, est abondamment documentée. Je ne développe pas trop, mais sur ce thème, vous pouvez par exemple lire Jacques Gernet, La raison des choses, essai sur la philosophie de Wang Fuzhi, paru en France, donc chez Gallimard, en 2005. L'hypothèse d'une survivance ou d'un renouveau harmonien dans la modernité chinoise et le socialisme chinois de Xi n'a donc rien d'incohérent ou de saugrenu sur le plan culturel. On constatait déjà la persistance de cette préoccupation dans l'œuvre de Mao Zedong. Ainsi, dans le commentaire de Mao sur Lénine, l'unité, la cohésion, l'union, l'harmonie, l'équipolence, la stabilité, la stagnation, le repos, la continuité, l'équilibre, la condensation, l'attraction, etc., que nous observons dans la vie quotidienne, sont les manifestations des choses et des phénomènes qui se trouvent dans l'état de changement quantitatif, c'est-à-dire qui se transforment en passant d'un processus à l'autre. Fin de citation, propos de Mao qui se trouve dans De la pratique et de la contradiction à la Fabrique édition en 2008, page 153. La société harmonieuse de Hu Jintao et les développements récents de la doctrine socialiste chinoise de la nouvelle ère ne cessent de renforcer cette méditation de la souveraineté et de l'harmonie, comprise à la fois comme le moyen ou le processus dialectique et le but pacifiste de cette souveraineté.